Retrouvez chaque vendredi à 12h30 les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion, vendredi, midi et demi, vous en avez l'habitude, nous faisons le point sur la semaine boursière, la semaine sur les marchés, les nouvelles économiques. Une semaine, cette semaine, c'est précisément assez agitée. Et puis nous essayons, à partir de cette analyse, de tirer des conseils précis que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien voisin sur le même site, sur l'émission courte, comme on peut l'appeler, les décideurs de la gestion s'engagent, l'analyse. Donc, à mes côtés, j'ai un spécialiste de 360 AM. Absolument. Donc ça, c'est quoi d'abord? 360 Asset Manager est une société de gestion entrepreneuriale créée il y a 5 ans par 5 associés. Dont vous, Thierry Jabès, donc. Absolument. Donc, pardon. Dont je suis aujourd'hui le directeur général délégué et aussi le stratégiste. C'est pour ça que vous êtes là. Et donc, vous avez un tropisme particulier dans vos activités de gestion? Je regarde un peu l'allocation d'actifs. Enfin, oui, mais la société elle-même? L'association fait à la fois de la gestion sous mandat, notamment de la délégation de gestion de contrats d'assurance vie, et aussi de la gestion collective. C'est, disons, 50% chacune des deux activités qui sont les activités. Bien, nous avons le stratège et on va donc en profiter. Alors, cette semaine, retour d'une forte volatilité entre la semaine dernière et cette semaine, plus 4% sur le DAX, sur le CAC 40, plus 3% sur le Nasdaq. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Le monde a changé en une semaine. Nous sommes passés très rapidement du pessimisme à l'optimisme. Et nous avons eu une hausse assez sensible, je crois, mardi dernier, 3,5% pour les indices européens. C'est quand même pas mal, oui. Tout à fait, c'est tout à fait surprenant. Et tout a commencé très mal mardi matin avec des chiffres économiques allemands d'indices de confiance des entreprises allemandes qui ont fortement baissé. Alors, plus ça va mal, mieux ça va. Ça, c'est le fameux paradoxe boursier. Alors, quels sont les drivers, comme on dit, du marché? On est en pleine publication trimestrielle, mais c'est quand même les banques centrales qui gardent la baguette du chef d'orchestre? Absolument. Je crois que nous sommes des marchés où les nouvelles économiques importent, bien sûr, mais où le driver est la liquidité des banques centrales. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est finalement les mauvais chiffres allemands. On fait penser aux investisseurs que finalement il y a une convergence, certes par le bas, entre l'économie allemande et les économies d'Europe du Sud et aussi de la France. Oui, la France et l'Italie, en tout cas. Nous allons avoir une convergence économique qui va obliger la Banque centrale à agir. Et vous le pensez? Ça c'est votre scénario? Je pense que la semaine prochaine, jeudi prochain, une baisse des taux de 25 points de base est maintenant clairement anticipé par l'ensemble des opérateurs. Mais ce n'est pas le point le plus important. Le point le plus important, peut-être, c'est la baisse des taux obligataires souverains que nous avons pu connaître cette semaine. Alors, donc cette semaine a été une semaine très étonnante de ce point de vue-là. Exceptionnelle, je dirais. Le 10 ans français se maintient à des taux extrêmement bas, à 70%. Le 10 ans italien, qui est monté à 4,80 au moment des problèmes liés aux résultats électoraux en Italie, s'est retrouvé sous la barre des 4%, à 3,90% je crois mardi. Si l'élection d'un président de 90 ans ou à peu près, c'était... 87 ans, mais et d'un nouveau Premier ministre absolument inconnu du monde entier, ne posait plus de problème. Mais il est vrai que ce mouvement obligataire montre que la crise financière est totalement terminée. Autant les années précédentes, voire au cours des mois précédents, lorsque nous avions une forte volatilité sur les marchés obligataires, les taux se tendaient, notamment les taux des pays d'Europe du Sud. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui et nous avons assisté, même en période de baisse, à une certaine stabilisation des taux longs et courts d'ailleurs des pays d'Europe du Sud, Italie et Espagne, et puis à une forte baisse quand les marchés ont remonté. Pourquoi cette forte baisse? Eh bien, je crois qu'il faut voir la vraie raison vient de très loin, vient de la politique monétaire japonaise. Alors, qui est une réussite? Quoi qui est une réussite, en tout cas, pour la bourse. En tout cas, ça, c'est... En tout cas, 16 novembre, je crois, annonce d'élections anticipées. Shinzo Abe, qui a été d'ailleurs Premier ministre au Japon dans sa campagne, dit « ça y est, il faut en finir avec la déflation. On va faire des méthodes radicales. Changement de gouverneur de banque centrale. Nouveau gouverneur de la Banque centrale, Shinzo Abe, qui, le premier jour, lors de son premier mandat, lors de sa première réunion de politique monétaire le 4 avril dernier, pour le coup, je dirais, a mis les bouchées doubles.
les taux d'intérêt n'ont plus d'importance. Ce qui est important, c'est en 2 ans d'avoir une inflation à 2%. Donc, et on n'y croyait plus après 30 ans de stagnation, voilà, on n'y croyait plus. Et donc, c'est la politique japonaise qui enclenche cet optimisme un peu généralisé, ou en tout cas... Optimiste, mais peut-être aussi un peu de difficulté, c'est ce que l'on va voir. Mais optimiste, juste un point sur la Banque centrale japonaise, doublement de la masse monétaire en 2 ans, inflation à 2%, c'est un quantitative easing qui correspondra à peu près à 75% du quantitative easing qu'a fait Bernanke depuis 3-4 ans aux États-Unis. Donc c'est pas non plus 2 fois celui de Bernanke. Oui, mais la taille de l'économie japonaise est quand même Oui. de 2 tiers inférieure voilà. à la taille de l'économie américaine. Donc quelque part, si vous rapprochez les 2 économies, c'est le double en termes de quantitative easing pour l'économie japonaise, ça représente le double de ce qu'a fait Bernanke. Et ça crée un effet buvard, si on peut dire, sur la Fed, sur la Banque centrale, sur la Banque d'Angleterre, j'en sais rien. Oui, alors du coup, ça fait baisser le yen. Oui. Et les assureurs, les compagnies d'assurance vie japonaises qui finalement se retrouvent avec des taux qui sont évidemment proches de zéro. Le 10 ans japonais est autour de 50 points de base. Me dire comment vais-je trouver du rendement? Et donc le 1,75 français leur paraît beaucoup. Ça paraît énorme. Alors, que dire du 4% italien? Et que dire du 4% italien? Bien, bon, on va y revenir. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour la solvabilité des États européens qui peuvent réemprunter à des niveaux de taux qui sont corrects. Qui sont corrects. Effectivement, les grosses épargnes du monde, elles sont aux États-Unis et au Japon. Donc, effectivement, s'il y a un attrait européen, ça devient intéressant. Voilà. Donc, cycle mondial, juste un petit point sur le cycle. Comment vous le voyez aujourd'hui? C'est extrêmement décevant en Europe. Donc, du coup, les chiffres allemands sont les chiffres. Et puis, surtout, l'optimisme des industriels allemands a tendance à se détériorer. Mais pourquoi il se détériore? Évidemment, en Europe du Sud, c'est compliqué, on ne va pas vous reparler de l'Europe du Sud, mais surtout, les exportateurs allemands sont bien évidemment en concurrence frontale avec les exportateurs japonais, et la baisse de 20-25% du yen face à l'euro pose un problème aux exportateurs allemands qui du coup ont, je dirais, font preuve d'un certain... Il n'y a plus aucun moteur en Europe, c'est ça en fait. Mais alors est-ce que le fameux point bas, on avait pensé que ce serait peut-être au premier trimestre, peut-être maintenant au premier semestre, est-ce que vous voyez le point bas de ce cycle pour l'Europe dans l'année? Probablement d'ici 3-4 ans. Pour l'instant, rien en Europe ne permet de dire que la conjoncture va changer. Alors évidemment, on met le grand débat, c'est sur la fin des politiques d'austérité en Europe. Mais je crois que de toute façon, l'Allemagne va certainement lâcher du lest, comme elle a lâché du lest les 3-4 dernières années. Oui. Mais ça va reprendre... Le tout, c'est de ne pas le dire. Le tout, c'est de le faire et de ne pas le dire. Madame Merkel dit, je ne veux pas qu'on baisse les taux, on les baisse quand même, mais elle l'aura dit absolument. Avant. C'est d'ailleurs ce que je fais. Draghi a dit, je soutiendrai, j'ai un programme conditionnel d'achat de dette périphérique. Il n'a jamais été mis en place, mais il suffit de le dire et pas de le faire, qui a provoqué le rallye. Aussi, une petite déception Chine, puisqu'on pensait que les mesures de relance du nouveau gouvernement allaient porter leurs fruits, et ça va moins fort que ce qu'on espérait. Oui, ça va toujours à 7,7% oui, au niveau. Mais ça va effectivement moins fort, mais le gouvernement chinois est beaucoup plus long, le nouveau gouvernement est beaucoup plus long à se mettre en place que les gouvernements. Il a peut-être du temps. Oui. Il a du temps, mais il faut quand même redynamiser la consommation intérieure. Donc il va y avoir des mesures qui vont être faites pour redynamiser la croissance. Donc là, le scénario, c'est plutôt, ça va continuer à s'améliorer. Ça devrait s'améliorer. Aux États-Unis également. Les États-Unis, donc voilà. Aux États-Unis, on va avoir les chiffres du premier trimestre publiés tout à l'heure, à 2h30. On est sur des rythmes de croissance au premier trimestre qui sont de 2 à 3%, légèrement supérieurs à ceux du quatrième trimestre. Malgré un ralentissement conjoncturel que nous pouvons noter pour l'instant, notamment les ventes de biens durables qui, par exemple, ont fortement baissé en début de semaine, ça va quand même globalement assez bien. Ça va globalement mieux et donc les réductions budgétaires, ça ne vous inquiète pas? Alors, à la limite, les réductions budgétaires, le fameux séquesteur qui venait après le fiscal cliff qui a été mis en place il y a un mois, finalement pourrait être presque jugé positivement par les marchés, puisque finalement l'économie américaine ne va pas si mal que ça, et des baisses de dépenses, somme toute dans des secteurs ciblés, eh bien, c'est finalement une mesure donc, tout à fait... On finit, comme on a commencé, si j'ose dire, avec la Banque centrale. La Fed ne risque pas de se dire, finalement, si ça va plus mal, j'ai un peu de marge pour redurcir les choses. Bernanke a toujours est très proactif. Si ça va un peu plus mal, un petit coup de dopage via un quantitative easing supplémentaire.
et les marchés vont aimer ça. Alors un mot, même si vous êtes stratège sur les valeurs, cette période des résultats, qu'est-ce que d'une manière générale sur les secteurs, sur les classes, les classes les secteurs, les classes d'investissement en actions, vous en tirez comme conclusion? Finalement, les résultats qui ont été publiés là, au cours du trimestre sont globalement satisfaisants. Il n'y a pas de... On n'attendait pas des merveilles, et il n'y en a pas, mais il n'y a pas non plus des... Il n'y a pas de... beaucoup de drames. Il est vrai que les secteurs, il y a des secteurs qui ont beaucoup monté depuis le début de l'année, qui sont très défensifs. Les secteurs de la santé, les secteurs de la distribution alimentaire. Donc là où du luxe, et si vous avez des résultats qui sont à la limite, qui ne sont pas supérieurs aux attentes, vous pouvez avoir des petits accidents. Le cas de PPR ce matin. Absolument, moins 7%. Donc ça, le cas, on l'a eu sur des pharmaceutiques, pas sur Sanofi, mais étrangères, on a eu ce genre de cas. Tout à fait, oui. Donc les valeurs chères, il faut quand même faire attention à des... On se méfie sur les valeurs chères qui ont été les grandes vedettes des années précédentes, la croissance mondiale, les nouveaux riches du monde entier, voilà, etc. c'est un thème qui, effectivement, qui va perdurer. Sur le moyen terme, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doute à avoir. Sur le court terme, tactiquement, il faut peut-être faire un peu plus attention. Et sur les secteurs qui ont été, en revanche, particulièrement maltraités... Donc l'automobile, cette semaine, Peugeot et Renault sont en tête pratiquement. Sont en tête. Est-ce que c'est des rachats de positions short? Je crois qu'on peut le laisser à penser. Et est-ce que ce rebond va continuer? Peut-être, je dirais, dans l'anticipation d'un mouvement de la Banque centrale qui va dynamiser les valeurs cycliques et notamment les automobiles. Pourquoi pas? Mais à court terme, c'est certainement une bonne idée. C'est quand même très, très spéculatif. C'est très difficile d'acheter des valeurs automobiles eu égard aux ventes de voitures. Parce qu'aujourd'hui, on se méfie des Allemandes parce qu'elles sont la concurrence japonaise, mais Peugeot et Renault produisent aussi un peu en euros. Donc, absolument. sans avoir les avantages d'Audi. Cela étant, le plus grand marché de Peugeot et la Chine. Et la Chine, oui, c'est ça. C'est ce que disent tous les gens qui vont en Chine. Ils reviennent assez impressionnés de voir autant de Peugeot. Juste une chose sur les industriels en général, les industriels un peu liés au cycle, qui ne sont pas extrêmement chers. Je crois que là, pour l'instant, c'est quand même trop tôt pour se positionner à moyen terme sur ce type de valeur, dans la mesure où il n'y a aucune visibilité sur l'économie, sur la sortie de crise de l'économie européenne. L'économie européenne pourra sortir de la crise, elle sera probablement pour l'instant tirée par la croissance US, tirée par la croissance japonaise, malgré la baisse du yen qui compense, et tirée par évidemment... il y a quand même on peut trouver des gens qui profitent de la croissance américaine, peut-être de la construction, puisque l'immobilier, c'est la bonne nouvelle américaine. La bonne nouvelle, et puis la bonne nouvelle depuis un an, mais il y a une telle baisse, si vous voulez, que la remontée est tout à fait normale. Mais pour l'instant, continue, et le consommateur américain est plutôt optimiste. Alors, deuxième chapitre, gestion, sortons de l'actualité. Gestion, ce n'est pas de l'actualité immédiate, mais c'est quand même de l'actualité. L'or, qu'est-ce qui s'est passé sur l'or là depuis 15 jours, 3 semaines? Alors, l'or, accident industriel sur l'or. L'or était considéré comme la valeur refuge ultime. C'est une devise, création monétaire au Japon surprenante. Oui. On achète de l'or. La base monétaire est en train de... C'est une devise qu'il n'y a pas de banque centrale pour en produire plus. Voilà. Donc l'or, on en achète, c'est une valeur refuge. On en a acheté à cause, je dirais, de la crise systémique européenne, à cause de la crise bancaire européenne, à cause du risque qui entourait les économies mondiales. Mais finalement, ce risque est en train, tant le risque bancaire que le risque d'explosion de l'euro est en train de disparaître. Du pire, oui, ça mais finalement, l'or est peut-être une bonne idée parce qu'il va y avoir de l'inflation. Vaste thème qui est... ça a pas l'air d'être le sujet à la mode aujourd'hui. L'inflation, probablement, mais je pense que c'est beaucoup trop tôt. Cette création monétaire, pour l'instant, reste dans le bilan des banques et ne génère pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation par les salaires, pour l'instant, l'inflation. Donc, il est probablement trop tôt pour jouer la hausse de l'inflation. D'ailleurs, vous voyez les taux longs français à 1,70%. On n'attend pas d'inflation pour l'instant et probablement que cette période de désinflation va continuer. Donc du coup, l'or, finalement, l'or, on n'en a plus besoin à cause de risques systémiques. On en a peut-être, l'inflation, ce n'est pas pour tout de suite. On a acheté beaucoup d'or en protection. Beaucoup d'investisseurs avaient 10% d'or au cas où. Ils sont passés plutôt de 10 à 5 et ça fait mal. Et ça fait mal, surtout quand on a eu un vendredi après-midi de fortes ventes d'or qui ont complètement déstabilisé les marchés et qui ont
fait casser le seuil technique des 1530 Voilà, c'est ça. $ l'once, qui était le plus bas de cette année et de l'année précédente, qui avait tenu. Mais je rappelle que l'or a connu 12 années de hausse consécutive. Oui, oui. On est monté jusqu'à 1900 $ l'once. Une consolidation est tout à fait normale. Et surtout, il y avait beaucoup de spéculation, c'est vrai, tant sur l'or physique que sur les ETF, où l'or papier était beaucoup joué, voire trop joué par les investisseurs et les particuliers. Donc, on disait que l'or avait beaucoup monté et que les mines étaient en retard. En fait, c'était l'or qui était en avance sur les mines. Oui. en réalité. Alors, sur le secteur des mines d'or, vous regardez le secteur des mines d'or américaines, et beaucoup de gens ont essayé de jouer les mines d'or contre l'or. Et sur les mines d'or, c'est 50 à 60% de baisse sur l'indice des valeurs minières depuis 6 ou 7 mois. Oui, et c'est absolument colossal. Là, il y a un bain de sang. Sur l'or, il y a quand même une chose, on va en finir, qui est importante, c'est l'Inde. Est-ce que la croissance de l'Inde est quelque chose... Qu'est-ce que vous pensez de l'Inde en général d'ailleurs? Je crois que l'Inde va acheter de plus en plus d'or, donc... Oui, parce que c'est la monnaie crédible pour les Indiens. Voilà, Et puis, je ne sais pas combien de milliers de mariages, de millions de mariages tous les ans, etc. Donc, il va y avoir une demande d'or, mais je crois qu'on a quand même sur... Oui, voilà, on a été trop loin. Obligations. Alors, donc, vous dites qu'on a une semelle folle, mais est-ce qu'il y a encore des poches d'investissement sur les obligations valeur aujourd'hui? Vous allez me dire qu'il y a 15 jours, on aurait dit non et qu'on aurait eu tort, puisque de toute façon, on a gagné avec la baisse des taux. Est-ce que sur des obligations à haut rendement, il y a quelque chose à faire? Alors des obligations qui n'ont de haut rendement que le nom. Oui, parce qu'on va trouver que 5%, ça devient haut rendement. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Avant, on avait du rendement avec du risque. Maintenant, on a du risque, mais on a peu de rendement. Oui, donc... Mais sur le niveau, c'est très difficile de trouver une classe d'actifs, enfin, sur le domaine des obligations, qui soit très, très attractive, de par le niveau de... Donc, sur les taux longs, il y a un vrai risque en capital. Il n'y a pas, sauf opportunité très très exceptionnelle, c'est pas un endroit où il faut être présent. Je crois qu'il faut regarder. Je crois qu'il faut regarder. En 1994, nous avons eu un krach obligataire qui avait commencé en février lorsque la Fed avait monté ses taux de 3 à 3,25, mais avait pris le marché par surprise. Et il y avait le marché des GGB aussi qui commençait à baisser. Et je crois que pour voir si un accident va avoir lieu sur le marché obligataire mondial, il faudra regarder le GGB. Puisqu'avec cette création monétaire, effectivement, la Banque centrale va acheter beaucoup de bonds japonais, mais les taux longs japonais, alors peut-être dans un petit range, mais son commun, ça va être très instable. On est passé de 0,40 à 0,30 au moment. Là, on est remonté à 0,60. Et il faudra regarder absolument le marché obligataire japonais. Donc les actions. Puisque on a été par élimination, l'or, bon, c'était peut-être anecdotique, c'est non. Les obligations, il n'y a pas grand-chose. Les actions, pourquoi les actions? L'ardente obligation de l'action, comme disait autrefois. Est-ce qu'il y a une alternative? Dividende relativement élevé, économie plutôt en bas de cycle, des résultats d'entreprises qui finalement, les entreprises se restructurent plus rapidement que les États. Elles ont du fric et elles ont effectivement, elles ont baissé leur point de vente. Des PER qui sont pas forcément très chers, qui ne sont pas non plus bon marché, mais qui peuvent, qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'alternative aux actions. La conclusion en fait de la stratégie des banques centrales, c'est qu'il faut acheter des actions. Il faut acheter des actions, absolument. Donc, approche d'allocation d'actifs, c'est les actions. Les concepts sur les actions, vous avez des concepts particuliers ou Alors, les concepts varient. Et les concepts, les secteurs, les allocations géographiques varient très rapidement. Je trouve que finalement, peut-être les valeurs bancaires, finalement, tactiquement, qui n'ont pas profité du tout qui sont toujours en baisse depuis le début de l'année. Oui, les valeurs bancaires qui sont plutôt avec une décote par rapport à leurs fonds propres, alors qu'historiquement, elles tournent au-dessus et en dessous du niveau. Absolument. Donc, évidemment... Donc, il y a un petit rattrapage. Il y a un petit rattrapage, des valeurs de bonne qualité, notamment BNP. BNP étant d'ailleurs très impliqué en Italie, où la baisse des taux italiens doit leur faire beaucoup de bien. Oui, donc BNP pourrait être une bonne valeur bancaire. Et donc sur les valeurs dont vous parliez tout à l'heure, à PER pas trop élevé, ça se trouve dans tous les secteurs en réalité? Dans tous les secteurs. Bien. Ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à cliquer sur le lien voisin, comme je le disais tout à l'heure, pour l'application de cette stratégie que Thierry Jabès nous a présentée, en cliquant pour voir l'émission Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, l'émission format court. À la semaine prochaine.